à mon binôme qui est à côté de passer la slide. Donc, rapidement, le programme d'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer d'être très synthétique, de vous apporter un maximum de valeur, un maximum de conseils sur les tendances marketing B2B. On va commencer par les tendances qui sont macro, parce que pour nous, ça n'a aucun intérêt d'aller sur des tendances qui sont techniques si on n'a pas bien saisi quels sont les enjeux au niveau stratégique. Et puis après, on va aller sur les techniques. En général, c'est ce que tout le monde préfère. Tout le monde veut savoir les techniques, mais ça n'a aucune pertinence si on ne passe pas par l'étage des stratégies. Ensuite, à la fin de ce webinaire, on va vous donner 3 conseils, 3 actions à mener pour que ça soit le plus concret possible et pour que vous repartiez, vous, avec des éléments pour avancer pour 2023, mais j'ai envie de vous dire pour les années futures, parce qu'il ne faut pas être trop court-termiste non plus. Ce qu'on va vous dire, c'est valable aujourd'hui et c'est valable probablement pendant un certain nombre d'années après. Et puis à la fin, on passera aux questions-réponses. J'ai cru voir passer qu'il y avait un petit souci sur le chat. Alors, on va faire simple. Si le chat, des discussions ne marchent pas, vous passez tout en questions-réponses. Laurie et moi, on se relaie pour savoir quelles sont les réponses, les questions qu'on garde pour la fin. Et si on peut aider en direct, on le fera bien volontiers. Donc, je vais tout de suite passer à vous me présenter très rapidement. Donc, moi, je suis Sandy Giacobi. Normalement, vous voyez mon nom apparaître. J'ai cofondé My Marketing Experience avec Laurie Giacobi, qui est ma sœur et qui est évidemment présente et qui interviendra aussi durant ce webinaire. Donc, My Marketing Experience, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, on est une agence de conseil et de services en marketing B2B. On est basé à Monaco. On s'est lancé en 2010, donc ça fait déjà un certain nombre d'années. Et pour présenter nos services, nos activités, on a 3 grands pôles. On a tout ce qui est conseil et accompagnement stratégique pour les entreprises. On travaille également sur tout ce qui est service opérationnel en marketing. Et également, on a un volet formation en marketing également. Donc ça, c'est pour vous présenter. On travaille avec des entreprises qui sont à Monaco, mais aussi beaucoup avec des entreprises qui sont en France. Et My Marketing Experience, c'est également des médias, puisque on a une newsletter qui existe depuis je ne sais même plus combien de temps, qui est suivie par plus de 5000 abonnés. On a une chaîne YouTube qui a plus de 9000 abonnés et on a un podcast qui s'appelle My Marketing Podcast qui sort. On a un nouvel épisode un jeudi sur 2 et My Marketing Podcast se classe régulièrement dans le top 10 des podcasts marketing sur Apple Podcast. Je crois que hier, on était 11e. Donc, si c'est un média qui vous plaît, n'hésitez pas à aller l'explorer. On a des super retours sur le sujet. Voilà, c'était pour la présentation rapide. Maintenant, c'est à vous de vous présenter. On a prévu une question. Donc, Laurie, je vais te demander, est-ce que tu arrives à afficher le sondage? S'il te plaît, il y a un onglet sondage qui te permet de le faire. Voilà. Donc, nous, on voulait juste, c'est pour cadrer un petit peu, parce que je pense qu'il n'y a pas que des gens qui sont dans le B2B. Donc, je voulais savoir, vous, sur quel segment de marché votre entreprise intervient. Est-ce que vous êtes plutôt B2B, B2C ou les deux? Je vais vous laisser répondre rapidement. On va vraiment faire ça sur 30 secondes. C'était juste quand même pour vous dire que même si le titre et le contenu de ce webinaire, c'est Focus B2B, beaucoup de choses qu'on va se dire et dont on va parler peuvent être largement prises en considération si vous êtes en B2C. Donc, moi, je ne vois pas les réponses. Laurie, est-ce que tu vois que ça bouge un petit peu? Alors, je prends la parole rapidement. Pour pas faire trop d'interférences de micro, on évite de parler ensemble. Écoutez, c'est serré. On est sur une tendance quand même 45% de personnes en B2B. Bon, ça change encore un petit peu. Et environ 45% également qui font les deux. Donc, on a quand même environ 90% qui ont au moins une cible en B2B et environ 12% en B2C. Donc, merci d'être au rendez-vous. Pour les personnes qui sont en B2C, comme l'a dit Sandy, vous pourrez également bénéficier de tout ça. Je vais fermer le sondage pour qu'on puisse avancer. Merci d'avoir participé. Merci, merci Laurie et merci à tous d'avoir participé à ce très très rapide sondage. Mais comme je l'ai dit, on est un peu pressé par le temps. Mais je vais quand même prendre le temps de tout bien expliquer. On a volontairement sélectionné que certaines tendances et certaines techniques parce qu'on ne pouvait absolument pas tout couvrir en 45 minutes. Moi, ce que je voulais déjà vous partager, c'est que les tendances qu'on va aborder et tout ce qui va se dire dans ce webinaire, tu allais un tout petit peu vite, Laurie. Pardon.
les tendances qu'on va aborder dans ce webinaire, ce sont des choses qui n'engagent que nous. Vous pourrez trouver des gens qui ne sont pas d'accord et c'est OK. Vous en trouverez, je ne pense pas trop, mais ça peut arriver. Donc, c'est vraiment des propos qui n'engagent que nous. Donc là, on attaque les tendances macros, on va dire, au niveau des grandes stratégies. Et ce qu'on constate aujourd'hui en B2B, et c'est là, je vais vous dire honnêtement, c'est valable en B2C, sauf qu'en B2B, on est toujours un petit peu en retard sur le B2C. Donc, c'est plutôt nouveau chez nous, alors que ça l'est déjà beaucoup moins sur le B2C. C'est la digitalisation du parcours d'achat en B2B. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, si vous êtes un commercial en face de vous, lorsque vous recevez un email ou que le téléphone sonne avec une nouvelle demande, eh bien, il y a fort à parier que la personne a déjà largement mené son enquête, shortlisté des prestataires et s'est déjà largement renseigné sur avec qui il voulait travailler. La statistique autour de ça, c'est que 68% des acheteurs en B2B prennent leur décision, je parle bien de prennent leur décision d'achat avant même d'avoir rencontré un commercial. Ça veut dire que pour les 2 tiers, lorsqu'ils appellent et qu'ils demandent à parler à un commercial, c'est qu'ils savent déjà qu'ils veulent travailler avec votre entreprise. Et donc ça remet pas mal de choses en question. Ça remet en question le fait de est-ce que votre entreprise met à disposition dans le digital, sur tous les supports digitaux. Donc, on parle souvent au site Internet, mais c'est très, très réducteur. Le site Internet est en bout de chaîne, souvent, dans la recherche. Est-ce que vos prospects trouvent les informations nécessaires ou tout simplement trouvent votre entreprise suffisamment présente sur Internet et sur tous les points de contact digitaux pour prendre leur décision d'achat? Donc, ce qui est hyper nécessaire aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter ces informations à chaque étape de ce parcours. Et c'est des informations évidemment sur vos solutions, sur vos services. Alors, je vais utiliser le mot produit, service de manière indifférente, c'est votre offre globalement. Pour vous positionner également, c'est très important et ça va être stratégique d'arriver à vous positionner très très tôt auprès de votre audience cible parce que globalement, quand ils tapent à votre porte, c'est déjà trop tard et du coup, vous n'en aurez que très peu. Et vos concurrents qui feront la démarche d'être présents à différents points de contact sur le digital pour se faire connaître très tôt, se positionner très tôt, eux, en revanche, auront plus qu'un pas d'avance, ils en auront beaucoup plus, surtout parce qu'on est en B2B sur des cycles d'achat qui sont beaucoup plus longs qu'en B2C généralement. Donc ça, c'est une super grande tendance qu'il faut prendre en considération. La deuxième, oui, Laurie, c'est bon, tu peux y aller, merci. La deuxième, c'est le rapprochement des équipes vente et marketing. Alors, je sais que traditionnellement, on a tendance à opposer les ventes et le marketing, genre ils se détestent. Moi, personnellement, j'ai toujours travaillé très bien avec les commerciaux. Je faisais même partie des équipes commerciales et c'est génial parce qu'on a accès à beaucoup d'informations. Mais pourquoi c'est une grande tendance et pourquoi c'est une tendance qui est un peu j'ai envie de vous dire que vous le vouliez ou non, vous allez la subir, vous n'allez pas avoir le choix. C'est que je ne sais pas si vous le constatez dans vos entreprises, d'ailleurs ça peut être intéressant si vous voulez le partager dans le chat, mais il y a 2 choses qu'on remarque. Il y a une pénurie de commerciaux, c'est-à-dire que le commercial est devenu une denrée un peu rare et ce n'est pas évident d'en recruter aujourd'hui, ce n'est pas évident d'en recruter, ce n'est pas évident de les garder. Et un deuxième fait notable, c'est que historiquement, le B2B a toujours énormément une très grosse dépendance aux commerciaux, c'est-à-dire que globalement, les entreprises embauchent une équipe commerciale, font pas grand-chose en marketing et comptent sur les commerciaux pour partir à la chasse et ramener du business. Sauf qu'aujourd'hui, dans un marché où les acheteurs choisissent en amont et ne veulent plus être contactés par des commerciaux qui les démarchent sans cesse, mais ils préfèrent faire leur étude en amont et uniquement avoir le commercial en face de lui ou d'elle au moment où le besoin est là, au moment où la prise de décision va se faire, votre armée de commerciaux, ils risquent, excusez-moi de passez-moi l'expression, mais de prendre beaucoup de portes et beaucoup de murs parce qu'en fait, les personnes ne veulent pas leur parler quand il n'y a pas le besoin. Donc, ça oblige marketing et vente à énormément se regrouper et s'aligner pour avoir une meilleure connaissance des besoins clients pour justement trouver les stratégies et les outils et les contenus, et là, je ne spoil pas non plus, qui vont permettre de générer de la demande et de générer ce qu'on appelle des leads par la suite. Donc, ça, c'est une conséquence directe de la digitalisation du parcours d'achat. J'espère que vous appréciez grandement les choix d'illustration qui m'ont demandé beaucoup de temps et d'énergie pour essayer d'agrémenter ça. Aujourd'hui, il y a un vrai décloisonnement. C'est-à-dire que le marketing ne travaille plus seul. Évidemment, si j'étais en
si j'étais quelqu'un de la communication, je pourrais également tenir le même discours. Mais globalement, la com, le marketing et les RH, c'est une grosse tendance, s'unissent, qu'on soit une petite entreprise, une moyenne entreprise ou une plus grande entreprise. Et il y a une raison à ça, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un marché de l'emploi qui est tendu. Il y a des problèmes de recrutement, il y a des problèmes de croissance qui sont liés au recrutement. Nous, chez My Marketing Experience, ça nous est arrivé en début d'année de ne pas gagner des contrats. Alors, on ne les a pas perdus, mais on ne les a pas gagnés, tout simplement parce qu'on avait en face de nous des entreprises qui nous disaient, si on travaille avec vous, on sait que ça va rapporter du business et aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'absorber plus de business. Donc, c'est un vrai, vrai problème. C'est ce qui fait que finalement, parmi toutes les compétences qu'il y a dans une entreprise, c'est hyper intéressant de les faire travailler ensemble. C'est qu'aujourd'hui, tout ce qui touche au marketing RH, donc à l'application de techniques marketing sur des problématiques RH et des problématiques de marque, donc pas de marque commerciale, mais de marque, aujourd'hui on va parler de marque employeur, ça oblige la com, le marketing et les ressources humaines de s'unir. Et en fait, si on y réfléchit, que vous parliez d'un candidat ou que vous parliez d'un client, les stratégies sont les mêmes. On va parler de parcours candidat et de parcours client. On va parler d'expérience candidat et d'expérience client, de marque commerciale, de marque employeur. On est sur les mêmes registres d'arriver à attirer et à transformer. Globalement, la mécanique est la même. Et aujourd'hui, nous, on intervient auprès de plusieurs entreprises justement sur ces thématiques-là en apportant notre expertise marketing et en travaillant avec les équipes RH. C'est bon pour moi sur ce sujet. J'espère que c'est clair. Je me rends compte que je parle vite. Je me rends compte que j'essaie de vous donner un maximum. Donc, n'hésitez pas à dire dans le chat, mon Dieu, ça va trop vite, je suis perdue, on pourrait y revenir. Ou bien, tout simplement, si vous avez une question par rapport à ce que je dis, vous la mettez et on y répondra à la fin. Alors, tout ce qu'on s'est dit sur les grandes tendances, ça oblige le marketing, ça oblige les entreprises en B2B à se réveiller un petit peu. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles dormaient et que personne ne faisait rien, mais globalement, jusqu'à présent, le marketing, c'était un nice to have, comme on dit. C'était sympa, ça pouvait aider, mais on pouvait aussi bien attendre l'année prochaine pour le faire. Sauf que ce qui se passe par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a besoin du marketing pour résoudre et comprendre, on va dire répondre à certaines questions comme qui sont vraiment mes clients et mes prospects, qu'est-ce qu'ils veulent, comment je vais m'adresser à eux, quel contenu ils veulent, de quelle manière je vais leur parler aussi, comment je me différencie de mes concurrents, puisque aujourd'hui je peux de moins en moins compter sur mes commerciaux pour positionner mes produits et services, comment je vais me différencier et faire en sorte que ce soit moi et mon entreprise qui sortent du lot auprès de notre audience, de nos prospects, de nos clients. Donc ça, c'est des grandes questions qui sont liées à de la stratégie. C'est pour ça que j'ai mis les entreprises en B2B deviennent stratèges. Et pour beaucoup, c'est des questions qu'elles ne se sont jamais posées et le business tournait quand même. Et aujourd'hui, si vous ne les posez pas, le business tournera clairement plus difficilement. Je ne dis pas plus du tout, mais beaucoup plus difficilement. Et surtout, ça va se jouer à très court terme. Est-ce que ça fait sens pour certains? Je vois que je n'arrive pas à voir le chat pour ma part, mais peut-être c'est des sujets qui sont un peu sensibles et j'en conviens. Ce n'est pas forcément facile de se dire, moi, je n'ai pas forcément travaillé là-dessus. Mais en tout cas, sachez qu'il faut se décomplexer par rapport à ça. C'est historiquement que tout s'est conçu autour des commerciaux et que du coup, on s'est dit, le marketing, ouais, c'est bien pour les grosses boîtes. Mais aujourd'hui, ça change. Voilà, c'était mon message. Je vais faire un focus sur une stratégie qui est vraiment beaucoup plus liée à vos stratégies d'offres. Donc, savoir chez My Marketing Experience, on a un gros pôle d'expertise sur les offres. Et même si c'est un peu plus technique, je voulais en parler parce que peut-être parmi vous, il y a des personnes qui sont en charge de réfléchir sur les offres dans leur entreprise. Donc, pendant très longtemps, on vous a parlé de stratégie premium, il faut faire du premium, du premium, du premium. Là, on en revient un peu. C'est totalement lié au contexte actuel. J'ai volontairement pas forcément parlé du contexte actuel, mais aujourd'hui, si vous voulez avoir des offres qui se vendent plus facilement, vous devez vous focaliser sur la réduction du risque perçu de travailler avec votre entreprise ou de travailler sur votre produit ou votre service. Et ça passe notamment parce qu'on peut appeler, alors je suis désolée pour les anglicismes, c'est pas forcément terrible, mais je n'ai pas trouvé en français. Ce qu'on appelait du unbundling ou du downsizing, c'est-à-dire une réduction, alors pas de la valeur, mais une réduction de la taille et forcément du prix des offres pour pouvoir générer des ventes et surtout convertir plus facilement des clients. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que je pense qu'on pourrait faire un gros webinaire
rien que sur le downsizing des offres. En tout cas, moi, j'adorerais. S'il y en a qui sont partants, vous levez la main, on l'organise sans problème. On sera ravis de le faire. Mais je plante une petite graine parce que le marketing, c'est pas que de la communication, c'est pas que des grandes tendances, c'est aussi comment je propose mon produit et mon service, quelle est l'ergonomie de mon offre. Et ça passe dans, c'est ce qu'on va appeler de l'ergonomie de l'offre dans notre jargon à nous. Je vais, du coup, si c'est, voilà, s'il n'y a pas de questions et sinon j'y répondrai, je vais passer la parole à Laurie qui va évoquer du coup les techniques. En fait, c'est ce que vous attendez tous, je le sais très bien, mais je voulais vraiment faire ce travail sur les grandes stratégies. Laurie, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Moi, je voulais simplement faire un tout petit point, un tout petit aparté. Je vois des personnes qui lèvent la main et je vois des personnes qui envoient des messages dans le question-réponse. Je m'excuse. On est désolé, le chat ne fonctionne pas et c'est peut-être un peu frustrant. N'hésitez pas à laisser des messages dans le module questions-réponses. On essaiera d'y répondre un maximum à la fin du webinaire. Voilà, c'est un petit problème technique, ça arrive, que ça ne vous empêche pas d'apprécier ce webinaire et de poser vos questions, mais je ne vais pas pouvoir répondre en direct instantanément maintenant. Donc pour le coup, on poursuit. Avec donc les techniques que vous attendez tous. Je voudrais simplement d'abord refaire un point sur l'évolution des techniques marketing dont vous avez pour certaines déjà entendu parler. Donc ça, c'est des techniques qui utilisent notamment l'email, puisqu'on a ici l'email de masse. Donc l'email de masse, ça a explosé, on va dire, dans les années 2000. Aujourd'hui, c'est vraiment une technique où on envoie bonjour monsieur, madame à un fichier qui est énorme. C'est une technique qui a bien fonctionné il y a 20 ans, quand le marché était assez libre, mais qui n'est plus du tout envisageable aujourd'hui, tant pour la délivrabilité que pour l'image et même pour ses résultats qui sont extrêmement décevants. Il y a eu également, dans les années 2010, on est passé à ce qu'on appelle l'inbound marketing. N'hésitez pas à dire même en Q&A si vous connaissez ces techniques, donc d'inbound et d'outbound. Je vous fais juste un rapide focus. L'inbound marketing, c'était d'apporter du contenu pour capturer du lead, en fait, pour capturer du mail, ce qui permettait ensuite de prospecter. C'est une technique qui a très bien fonctionné, qui est encore aujourd'hui utilisée. Donc oui, parce ça nous force à créer du contenu qui va être utile pour notre cible. Donc dans ce sens-là, c'est vraiment très bien. Mais utiliser l'email comme une monnaie de transaction, aujourd'hui, les gens connaissent ces techniques et finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'environ 6% des personnes qui sont intéressées par le contenu qui vont donner leur mail pour obtenir ce contenu. Donc on a largement perdu en efficacité. Les techniques d'outbound marketing, ça c'est déjà une technique qui est plus récente, qui consiste à envoyer des messages directs, que ce soit par mail, mais aussi par LinkedIn notamment. C'est une technique qui est on va dire, un pic d'adoption, qui est à maturation en fonction de l'industrie. Il y a des industries où c'est plus répandu que d'autres. Ça continue de bien fonctionner. C'est un stade de maturité, donc qui est plus ou moins avancé. Par contre, ça demande, et là j'insiste là-dessus, on y reviendra un petit peu plus tard d'ici quelques slides, c'est promis, ça demande de respecter certaines conditions et pour que ça fonctionne. Et enfin, ça c'est vraiment on appelle ça la demand generation, génération de demande. Vous verrez également le nom demand gen. Ça fait vraiment partie des techniques les plus récentes. Ça émerge en Europe. Aux États-Unis, c'est un peu plus avancé, comme d'habitude, on va dire. Je vous cache pas que nous-mêmes, on est en train de se former spécifiquement sur ce sujet parce que c'est vraiment parmi les techniques marketing qui arrivent en Europe et qui sont aujourd'hui extrêmement efficaces puisqu'on se situe ici, donc on n'a vraiment pas encore atteint le pic d'adoption et qui un objectif d'identifier le besoin et de se positionner vraiment plus en amont dans l'esprit du client pour être présent à tous les instants de son parcours de décision d'achat. Donc ça rejoint ce que disait Sandy tout à l'heure dans la digitalisation du parcours client. Donc aujourd'hui, on arrête, on ne fait plus que de l'inbound marketing et on passe vraiment sur ces techniques où on va essayer d'être là pour le client dès le début de son parcours. Et comment on est présent dès le début de son parcours avec des contenus à forte valeur ajoutée. Alors ça, ce n'est pas une tendance qui est nouvelle. Par contre, elle se renforce encore et toujours. Et avec des contenus les bonnes pratiques aujourd'hui disent que les contenus, il faut arriver à les différencier. Pourquoi? Parce que le consommateur, lui, le client,
il a un parcours de décision qui est, on va dire, en entonnoir. Au début, le client, il ne sait pas forcément qu'il a besoin de nos services ou il va dire qu'il va falloir l'éduquer ou l'élever. Alors, ce n'est pas très joli comme terme, mais comme dans toute prise de décision, dans toute décision d'achat, ça demande d'avoir accès à certains types de contenus. Donc, les contenus, on crée des contenus à forte valeur ajoutée, on diversifie les formats et les canaux, donc des vidéos, des articles, des podcasts, des posts sur les réseaux sociaux. Mais l'objectif, c'est vraiment de se dire pour quel type de contenu, pour quel moment de la réflexion de mon client. Ce qui est intéressant aussi, parce que ce qui revient souvent, c'est ça crée beaucoup, ça prend beaucoup de temps de créer des contenus. N'hésitez pas à recycler vos contenus. Recycler, ça veut dire qu'un contenu que vous utilisez par exemple, dans un podcast, vous pouvez très bien le décliner en post sur Instagram, en l'adaptant bien évidemment. Donc, je ne vais pas rentrer plus en détail là-dedans, mais vraiment, le contenu vraiment reste clé et s'intensifie. Dans les types de contenus dont la présence s'intensifie encore pour 2023, c'est la vidéo. Alors, la vidéo, vous allez dire peut-être, ah, c'est pas récent. La vidéo est présente dans les techniques et les stratégies depuis un bon moment, sauf que ça s'affine et qu'il y a des formats de vidéo et on va dire des formats de vidéo comme le live qui va vraiment aujourd'hui prendre le dessus sur d'autres. Les lives, comme ce qu'on est en train de faire maintenant en webinaire ou les lives sur LinkedIn sont des formats qui sont particulièrement appréciés parce que ça permet de créer du lien. Ça permet aussi de faire découvrir votre marque, donc votre marque commerciale et votre entreprise. Ça permet d'asseoir votre expertise. La vidéo est également utilisée par exemple, pour demander des avis clients, donc pour obtenir de la preuve sociale, qui est aujourd'hui un contenu qui est extrêmement demandé et extrêmement important dans les décisions d'achat. Donc la preuve sociale, c'est quand vous, par exemple, vous demandez à un client de témoigner de sa collaboration avec votre entreprise. Et un focus maintenant sur la technique donc, du cold emailing dont on a parlé un tout petit peu en amont quand je vous ai présenté les différentes techniques dans les différentes techniques marketing qui avaient été utilisées. Donc, le cold emailing, ça s'utilise ce qu'on appelle en omnicanal. Donc, essentiellement, LinkedIn, email, puisqu'on est en B2B. Ça peut être aussi avec d'autres canaux, mais aujourd'hui, on va vraiment se focaliser là-dessus. Pour le rappel, c'est vraiment d'envoyer des messages directs à des contacts qui ne vous connaissent pas. Donc, ces messages pour que ça fonctionne, il y a des règles à bien respecter. Ce sont des règles de segmentation. Donc, la segmentation, c'est vraiment une petite quantité de contacts qui se ressemblent, on va dire, qui sont homogènes, avec des messages qui sont contextualisés, personnalisés, et avec un bon copywriting. Donc, le copywriting, pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec cette notion, c'est vraiment la technique de rédaction pour la vente. C'est une technique de rédaction pour la vente. Donc, les messages, ça permet d'envoyer des messages pertinents pour la cible et non seulement ça améliore la performance de cette technique, mais également ça permet d'offrir une bonne image à votre client. Donc, Laurie, excuse-moi de couper, globalement, j'arrête les madame, monsieur. J'allais y venir. J'allais y venir. C'est ce que je disais tout à l'heure. On arrête le madame, monsieur et on personnalise, notamment avec le nom, on va dire la façon de communiquer. Je sais que nous, chez My Marketing Experience, quand on communique, on appelle les prospects par leur prénom. Ce n'est pas forcément le cas dans toutes les industries. Il y en a, ça va être monsieur un tel. Ça permet vraiment de s'adapter à la personnalité de votre entreprise, au ton de votre entreprise. Mais par contre, on oublie effectivement les madame, monsieur et le même message pour tout le monde. Et on adapte, on contextualise notamment avec les besoins de vos clients. Ce qui nécessite, et là je fais une toute petite parenthèse, de bien connaître votre audience cible et de bien connaître les besoins, les attentes et ce qu'on appelle en marketing les douleurs de votre audience pour pouvoir créer des messages et faire des messages pertinents et donc faire un bon copywriting. Voilà, j'ai placé tous les mots. Je suis désolée, on n'a pas de mot français pour copywriting ou alors je ne le connais pas. Je vais juste vous faire un tout petit focus sur l'image que vous avez en illustration ici. Donc ça, ce sont des résultats d'une campagne.
concernant, je ne vais pas rentrer dans la technique des outils, mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui avec votre email personnel. Ça nécessite d'utiliser des outils qui ne sont pas des outils d'envoi de newsletter, mais qui sont des outils spécifiques, mais accessibles. Comme vous le voyez, donc ici, c'est la quantité de personnes à qui la campagne a été envoyée. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout sur une base de 10 000 contacts. Et je dirais même que 215 contacts, c'est vraiment la limite haute pour faire du cold emailing. On est plutôt sur des campagnes de 150 à 200 contacts grand maximum. Pourquoi? Pour pouvoir faire un message qui va être hyper pertinent par rapport à notre cible de clientèle. Ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que tout est tellement contextualisé et personnalisé qu'on va avoir d'excellents retours. Donc, un taux d'ouverture de pratiquement 80%. Il faut savoir que un taux, quand on fait de l'email, de l'emailing sans aller jusqu'en masse, mais non segmenté et pas en utilisant ces techniques, quand on a 30% de taux d'ouverture, c'est déjà un excellent taux d'ouverture. Là, on est sur 80%, mais plus encore, on a pratiquement 32% de réponses, c'est-à-dire de personnes qui ont répondu à votre mail pour s'engager avec vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez signé avec eux, mais ça veut dire que ce sont des personnes qui vous ont répondu, donc qui potentiellement sont déjà intéressées par ce que vous proposez. Vous avez au moins retenu leur attention. Donc, je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, mais sachez que ce sont aujourd'hui des techniques qui fonctionnent bien, à condition vraiment de remplir, de respecter ces conditions. Le personal branding et l'employee advocacy, ça fait partie des techniques qu'on utilise aujourd'hui. Et je vous dirais que le personal branding, quand vous faites du cold emailing, pour faire le parallèle avec ce que je faisais tout à l'heure, ce que je vous disais juste avant, c'est quelque chose qui est important parce que c'est la création de votre marque. Donc, le personal branding, c'est votre branding personnel, donc en tant que dirigeant ou en tant que responsable dans votre entreprise. Et l'employee advocacy, c'est le fait que les collaborateurs d'une entreprise prennent la parole au nom de l'entreprise et fassent rayonner l'image de marque de l'entreprise, que ce soit la marque commerciale ou que ce soit la marque employeur. Donc, la marque commerciale, pour rappel, s'adresse à vos clients et la marque employeur s'adresse à vos candidats. Mais comme l'a expliqué Sandy juste avant, il y a quelques minutes, en réalité, ça suit la même réflexion, la même dynamique. Donc, prendre la parole pour développer votre marque personnelle, puisqu'en fait, c'est le terme français, marque personnelle, et que vos collaborateurs prennent la parole pour déployer ce qu'on appelle l'employee advocacy, ça permet d'augmenter la confiance et la différenciation. Ça vous fait paraître différent et comme aujourd'hui, on est vraiment sur des stratégies omnicanales, c'est-à-dire l'email et en même temps, il va y avoir des réseaux sociaux et encore d'autres supports, vous allez pouvoir offrir la même image et une image forte, ce qui va être un élément de différenciation. Pourquoi? Parce qu'on adhère à l'humain avant d'adhérer à une marque qui va être elle, pas physique. Le recours à l'intelligence artificielle. Le recours à l'intelligence artificielle, donc ça on parle beaucoup d'humain avec le personal branding et aujourd'hui l'intelligence artificielle, on en a pas mal entendu parler dernièrement, en tout cas dans notre univers marketing. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est très contradictoire. Et là encore, en fait, c'est pas pour défendre l'intelligence artificielle ou pour prendre parti, c'est simplement pour juste porter à votre connaissance que ce sont des techniques qui aujourd'hui sont déjà utilisées et très certainement dans le courant en 2023 vont poursuivre leur développement. Ça va être aujourd'hui, il y a des services de rédaction de contenu, de posts, de blogs, même de la création de visuels qui sont générés par intelligence artificielle. C'est très tentant. C'est vrai qu'on se dit c'est la fin de tous nos soucis. Je vais cliquer sur un bouton et je vais pouvoir résoudre mon problème de pas avoir de temps pour créer des contenus. Attention, si vous n'avez pas travaillé les fondamentaux de votre marketing, si vous ne connaissez pas bien qui sont vos clients, quelles sont leurs douleurs et comment vous pouvez les aider, ça ne sert strictement à rien et ça ne sera pas utile. Donc, restez vigilant. Ça paraît aujourd'hui très attrayant, mais il faut rester vigilant parce que si vous n'avez pas travaillé en amont, tout ce qu'on appelle, nous, c'est les fondamentaux, ça ne va vous servir à rien. Ce sont des outils. Ce n'est pas une baguette magique. Moi, je peux témoigner parce que récemment, j'ai fait le test. Et en fait, globalement, quand vous voulez utiliser l'intelligence artificielle, il vous demande
vous pose plein de questions. Qui sont vos clients? Quelles sont leurs douleurs? Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, en fait, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui résout ces problématiques. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle va être un support, une aide, une béquille, comme il y a quelques années, on a commencé à avoir des éditeurs pour facilement publier des blogs sur Internet sans savoir coder. Et en fait, voilà, il faut vraiment considérer que ces intelligences artificielles, elles sont là pour aider les marketeurs, mais elles ne font pas tout le travail à leur place. Et si vous n'avez pas réfléchi, comme disait Laurie, aux véritables questions en amont, bah, l'intelligence artificielle ne répond pas à ces questions-là pour vous. Donc, ce sont vraiment juste des outils, Non. mais des outils très intéressants quand même. Donc, il n'y a pas, ce que je dis, il n'y a pas de baguette magique. Les réseaux sociaux vont pas disparaître en 2023, c'est une évidence. En revanche, ils continuent de progresser et là, je vais vraiment rester sur du B2B. Aujourd'hui, en B2B, LinkedIn continue d'être le principal canal et de loin. C'est aujourd'hui, je dirais, un passage obligé dans la mesure où vos clients sont dessus. Parfois, on a des personnes qui nous disent non, non, moi, mes clients ne sont pas sur LinkedIn alors qu'on est en B2B. Ne faites pas de postulat. Moi, c'est vraiment une recommandation qu'on vous donne aujourd'hui et qu'on donne à toutes les personnes auxquelles on parle. Ne faites pas de postulat, vérifiez. Allez d'abord voir si vos clients ne sont pas vraiment sur LinkedIn. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a énormément de professionnels sur LinkedIn, même dans des secteurs d'activité qu'on n'attendait pas il y a encore quelques années. Twitter, c'est vraiment pour une population très spécifique, beaucoup de tech, beaucoup de personnes qui s'intéressent au Web3 aussi, avec on constate une forte baisse du nombre d'utilisateurs actifs, c'est-à-dire que les gens vont consommer beaucoup de contenu, mais par contre, ils vont pas beaucoup en produire. Facebook, alors Facebook, c'est la grande question. Aujourd'hui, la portée organique, on va pas se mentir, elle est quasi inexistante. Donc, je clarifie, la portée organique, ça veut dire la portée qui n'est pas payante. La portée quand vous postez, la portée qui va être celle de votre communauté, sans que vous ayez à engager de la publicité pour que celui-ci soit vu. Éventuellement, pour des campagnes payantes, il y a encore des résultats. Mais pour la partie technique, visiblement, il y a moins de résultats depuis un changement d'iOS quand on est passé à l'iOS 14. Je vais pas rester plus longtemps sur le sujet. Facebook n'est plus la poule aux œufs d'or comme ça a pu être il y a quelques années. Je me souviens avec Sandy, il y a quelques années, on avait rempli des formations avec peut-être 10 € de publicité sur LinkedIn et sur Facebook, pardon. Et aujourd'hui, clairement, ça serait plus du tout le cas. Mais ça peut être encore exploré. Instagram, alors, commence à être saturé pour le B2C. Donc, quand on vend aux particuliers, il y a encore de la place pour le B2B. On le voit de plus en plus et on continue de le voir, notamment pour tout ce qui est développement de la marque employeur et du branding. Donc, les thématiques qu'on a abordées précédemment. Instagram, notamment avec la fonctionnalité des réels et des stories. C'est du contenu, vraiment du contenu court et qu'on consomme comme du snack en fait. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs d'Instagram. N'hésitez pas à nous le dire en Q&A. Je suis désolée, ce ne sera pas dans le chat. Qui pourront en attester. Et enfin, TikTok. Il y a quelques temps, on ne vous aurait pas forcément dit ça, mais TikTok, c'est le stade de maturité de Facebook que Facebook pouvait avoir à peu près en 2010. Donc TikTok, il y a encore beaucoup de place. Il y a de plus en plus de professionnels qui se mettent sur TikTok. Et aujourd'hui, on estime qu'environ 42% des personnes, des utilisateurs de TikTok ont entre 30 et 49 ans, alors qu'on pensait, qu'il y a encore quelques années, on se disait que c'était vraiment pour les ados. Je vais juste conclure avec trois petites pistes à retenir. Donc, trois pistes à retenir pour que vous ayez votre takeaway de ce webinaire. Et je vais essayer de faire vite parce qu'effectivement, on a un petit peu débordé. Donc, la première, c'est que avec le Q&A. La décision d'achat, ça c'est vraiment important. Les décisions d'achat se prennent aujourd'hui très en amont du contact commercial. Donc, n'hésitez pas à auditer votre présence et votre influence, la présence et l'influence digitale de votre entreprise. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que, comme on l'a répété, avec la génération de demandes et derrière tout ce qui est présence sur les réseaux sociaux, vous allez optimiser votre présence. La deuxième piste, c'est qu'aucune stratégie n'est viable sans fondation marketing solide.
J'insiste, et Sandy l'a également fait, travaillez sur vos audiences, votre positionnement et votre différence et vos offres est impératif pour utiliser correctement toutes ces techniques. Ce sont des techniques, si on ne sait pas comment les utiliser et quoi ce sont des outils, si on ne sait pas ce qu'il faut mettre dedans, ça c'est vraiment votre carburant pour que ça fonctionne. La troisième piste, c'est vraiment le décloisonnement marketing, vente et marketing RH. Réunissez vos équipes, faites-les travailler ensemble, définissez des indicateurs partagés. Aujourd'hui, c'est vraiment la clé pour mettre en place des actions qui vont fonctionner. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez continuer de bénéficier de nos conseils, et parce que ce sont des questions qu'on approfondit régulièrement, donc comme on vous l'a dit sur notre podcast, sur notre site internet, vous avez plus de ressources ici disponibles. Vous pouvez également scanner les QR codes pour qu'on puisse entrer en contact sur LinkedIn et poursuivre cette conversation qui pour l'instant était plutôt un monologue. Et on sera ravis de poursuivre les échanges et de vous en dire plus en direct. Ce que je peux préciser, c'est que suite à ce webinaire, vous allez tous recevoir un mail avec des ressources complémentaires parce que là, nous, on est extrêmement frustrés. On n'a pas pu du tout vous délivrer tout ce qu'on voulait vous délivrer. Hyper vite. Donc, vous allez recevoir plein de choses par mail que vous pourrez lire et écouter tranquillement chez vous ou au bureau et qui iront peut-être moins vite. Non, je ne garantis pas qu'on parle moins vite quand c'est des audios, mais en revanche, vous pourrez le réécouter tranquillement. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez mettre, alors pas dans le chat, mais dans le Q&A, désolé pour le petit problème technique, celui-là, on l'avait encore jamais connu. Est-ce que vous pouvez juste nous mettre ce que vous avez pensé du webinaire, à part que ça allait vite? Et puis, s'il y a des questions-réponses, on va y répondre en direct. Moi, j'en ai vu quelques-unes, hein, Laurie. Oui. Je vais te proposer de répondre. Moi, j'ai vu une question qui disait, est-ce que la technique de jouer sur l'émotion fonctionne ou c'est à éviter? Donc, je parle en B2B notamment. Bon, celle-là, ça va, tu vas y arriver. C'est une question que tu vas adorer. Est-ce que la technique de jouer sur l'émotionnel fonctionne en B2B? Oui, ça fonctionne. Je pensais que c'est pas que ça fonctionne, c'est que c'est recommandé en fait. Oui, c'est recommandé. Alors on peut pas. En plus c'est un sujet qu'on adore. Les décisions en B2B en réalité se prennent pas si différemment qu'en B2C. Si ce n'est qu'il y a des Non, en fait, ça se prend pas si différemment. L'émotionnel va prendre le dessus. Par contre, il va falloir venir rationaliser la décision, l'émotionnel, avec des éléments concrets pour justement valider la décision d'achat. Ça fonctionne un peu pareil. En fait, il y a une notion d'attachement à la marque qui va permettre de vendre plus et de vendre plus longtemps, comme en B2C. Ce qu'il faut retenir par contre en B2B, vous le voyez si vous intervenez, c'est que souvent il y a plusieurs interlocuteurs. La décision d'achat peut se faire par collège. Alors parfois c'est juste le dirigeant ou c'est juste une personne de l'entreprise, mais quand même régulièrement ça peut être plusieurs décideurs. Et dans ces cas-là, c'est pas grave. Il faut quand même travailler sur l'émotionnel, mais en comprenant bien pour chaque décideur ou chaque personne qui participe à la décision, quels vont être les bons leviers émotionnels et rationnels aussi. Alors nous, on ne parle pas de rationnel, on parle de fonctionnel, mais c'est pareil, et qui sont différents d'une personne à l'autre impliquée dans le processus de décision. Donc ça, c'est hyper passionnant. Si vous n'avez pas fait ce travail, je vous recommande de le faire. Ça débloque des situations de manière incroyable et surtout, ça va largement augmenter l'impact de tout votre discours et de discours marketing et communication. C'est vraiment le jour et la nuit quand on a fait ce travail. Alors, prochaine question. Moi, j'ai une question qui portait sur Sales Navigator, je me souviens, très pointue. L'utilisation de Sales Navigator sur LinkedIn, qu'en pensez-vous globalement? Alors, si tu veux, Laurie, je réponds. Alors, c'est très bien, Sales Navigator. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de LinkedIn, un outil payant de LinkedIn qui est un méta-moteur de recherche de prospects. Donc, c'est vraiment destiné à des fins de prospection ça va vous donner accès à des informations beaucoup plus poussées que dans la version gratuite de LinkedIn. Vous allez pouvoir savoir depuis combien segmenter, faire des filtres, depuis combien de temps la personne est en poste, savoir combien génère de chiffre d'affaires certaines business units. On est vraiment dans de la granularité très, très importante. Donc oui, c'est bien à partir du moment où
on est bien formé sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'on a déjà bien compris comment fonctionnait LinkedIn pour faire de la prospection. Autrement, dispensez-vous de cet investissement parce que je crois que c'est autour de 100 € par mois, c'est pas ridicule comme investissement. Et deux, c'est intéressant à partir du moment où on a une vraie stratégie d'approche des prospects par LinkedIn ou par d'autres canaux. Si c'est juste pour faire de l'annuaire, moi, je le déconseille, ça ne sert pas à grand-chose. Mais autrement, ça peut être un bon outil, à condition aussi de s'en servir beaucoup. Si c'est une fois par mois, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que ce soit partie d'une routine quotidienne. Alors après, donc j'ai une question qui dit, le plus grand défi est de comprendre les besoins des prospects. Vous aurez des conseils? Comment on fait pour comprendre ces prospects? Il y a une technique qui est imparable. Vas-y, dis-moi. Comment on fait? En plus, tu l'as fait beaucoup dernièrement, donc tu dois le savoir. On leur parle, Ouais. on essaie, on les contacte. Surtout quand on a déjà des clients, on parle à ces clients, on pose des questions. En fait, et même quand c'est des prospects, en fait, l'enjeu, c'est de poser des questions. Alors, pas forcément en mode Gestapo, plutôt des questions ouvertes, mais des questions pour identifier leurs besoins. Alors, c'est rarement la question de quoi avez-vous besoin. En général, votre interlocuteur ne sait pas spécifiquement toujours de quoi il a besoin. Par contre, faire parler pour recueillir les besoins est une technique qui semble simple, mais qui est loin d'être simpliste. En revanche, on apprend beaucoup en interrogeant ses prospects. Donc oui, il faut leur parler, il faut parler à ses prospects, il faut parler à ses clients. Il y a des techniques d'entretien pour ça, pour résumer ce que disait Laurie. Et c'est vraiment la clé. Donc je vais taquiner un peu Laurie parce que prochainement, on sort une nouvelle offre. Et Laurie a passé une grande partie de son mois d'octobre et de novembre à mener des entretiens. Donc on ne fait pas que le dire, on le fait également pour nous. Et oui, c'est du temps. Effectivement, c'est un investissement en temps. Mais en revanche, ça permet de sortir des produits ou des services où on sait qu'on a travaillé un positionnement. On n'est pas sûr d'avoir juste à 100%, mais en tout cas, on s'appuie sur des données collectées auprès des personnes susceptibles d'acheter. Et on est toujours plus dans le vrai quand on a fait ça auprès de personnes susceptibles d'acheter que quand on a fait ça en se disant, bon, ça doit être ça, supposition. Et c'est quelque chose qu'on demande à nos clients de faire d'ailleurs, parce qu'on peut faire des hypothèses, c'est tout à fait OK, mais les hypothèses, elles doivent être validées sur le terrain. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de travailler beaucoup, beaucoup plus avec les équipes commerciales parce que pour les marketeurs, en fait, ce sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain et ça nous permet, nous, de faire beaucoup mieux notre travail en ayant ces informations. J'ai vu une dernière question, parce que c'est vrai qu'il est déjà 12h50 et qu'on s'est engagé à ne pas prendre trop de temps, parce que vous avez tous un planning. Startup B2B, travailler d'abord la présence digitale avant d'aborder physiquement les clients. Ouais. Alors, je vais être mitigée. S'il y a l'opportunité de rencontrer des clients, on est d'accord, Louis? Oui. S'il y a cette opportunité, parlez-leur directement. Ça, si vous les avez en face des yeux, oui. En revanche, si vous parlez, si aborder veut dire prospecter, moi, je conseille quand même d'avoir un minimum de présence digitale rassurante parce que dites-vous qu'avant de vous accorder un rendez-vous, les gens vont toujours se renseigner sur ce que vous faites. Mais je vais juste mettre un bémol, présence digitale, ça ne veut pas forcément dire site Internet. Présence digitale, ça peut simplement dire mon profil LinkedIn et aux petits oignons. J'explique ce que je fais et quel est mon produit et une page entreprise. Vous n'êtes pas obligé d'aller investir massivement dans un site Internet. Ça peut être même, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on le voit de plus en plus, ça peut être une page Notion. Donc, Notion, c'est un outil en ligne. Bon, une page Internet toute simple. Une page Internet toute simple. Pas besoin d'aller construire un site Internet tout de suite, en tout cas. Mais être sûr que lorsqu'on va googliser votre nom, on trouve quelque chose de solide et de rassurant, oui. Honnêtement, ça, c'est essentiel. Mais après, la prospection au physique, aborder les gens physiquement, si vous parlez de réseau, que vous êtes invité à des endroits, oui, allez-y, c'est le meilleur moyen de se confronter à son marché. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense qu'on en a couvert pas mal. Présence digitale, communication, réseaux sociaux, alimentés avec des contenus. Il y en a qui demandent s'il y a un replay. Oui, alors normalement, j'ai bien dit dans le chat, puisque je faisais un monologue dans le chat, que il me semble qu'il y a un replay, oui. Mais oui, il y a un replay parce que cette session est enregistrée. Cette session est enregistrée, il y aura un replay. Et il a dit, alors c'est pas une question,
Du coup, je ne sais pas si c'est présence digitale, communication, réseaux sociaux, alimentés avec des contenus. Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une affirmation? Oui, dans tous les cas, alors dans tous les cas, je vous dirais que oui, votre présence digitale doit être alimentée avec des contenus. Oui, des contenus pour renforcer non seulement des contenus, c'est très variable, ça peut être un post, ça peut être un article, ça peut être un podcast. Si on parle de LinkedIn, par exemple, votre profil personnel aujourd'hui, quand on est en B2B, est alimenté avec du contenu, donc avec des posts et pas forcément des articles que vous publiez. Ça, on le déconseille même. On va pas rentrer dans un cours magistral sur l'utilisation de LinkedIn en B2B, même si c'est pareil, c'est un sujet qui nous passionne et sur lesquels on donne même des formations très régulièrement. Mais oui, dans tous les cas, une communication doit être ou toujours alimentée par des contenus. Alors moi, je vois qu'il y a le nombre de questions quand même long, mais je vois pas une nouvelle question, donc je suis très frustrée. Dans tous les cas, Il est 12h52, donc je pense qu'on va clôturer mais il y a maintenant. toujours pas mal de monde. C'est leur fermer la porte au nez. C'est pas. Je sais. Oui, mais on a quand même pas mal de remerciements. Donc, on espère que ce webinaire a déjà à semer des petites graines, à apporter des réponses ou au moins des débuts de réponses sur des questions que vous pouviez vous poser. Comme on l'a dit, il y a un replay. N'hésitez pas également à nous contacter pour qu'on puisse poursuivre les échanges. Ce sera avec très grand plaisir. Sandy, est-ce que tu veux ajouter Moi, quelque chose? je vais ajouter une chose. En plus de ce que vous allez recevoir comme ressources suite à ce webinaire, donc par mail, donc vérifiez si ça passe en spam. Ça peut arriver. Normalement, on a une bonne délivrabilité, mais parfois ça arrive. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne de podcast pour ceux qui écoutent les podcasts, parce que début décembre, on sort une mini-série sur une semaine. Donc, il y aura un épisode par jour où on est allé interviewer des experts en marketing sur des choses très, très pointues. Et puis parce qu'on trouve que c'est toujours intéressant d'aller se confronter à d'autres personnes qui parlent de marketing et pas juste se fier juste à ce que nous, on pense ou ce qu'on dit. Et vous aurez à chaque fois ces épisodes qui font 30 minutes, vous aurez un focus sur les tendances 2023 en B2B, marketing et vente B2B sur différents domaines d'expertise en marketing.